vous remercie. On prend 1 minute pour remercier un clic ici pour l'organisation de la journée. Comme je trouve le programme vraiment super. La préparation du terrain pour ma présentation par les personnes qui viennent avant, ça s'en fait parfaitement. Bravo Régis, on a vu un Régis lâché en fait tout à l'heure sur le. Oui, bon, c'était sympa. Et puis merci à toutes les petites mains qui sont là et qui nous aident, parce qu'on n'a pas la route pour nous dire prendre plus de temps. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Je suis un peu dans le rentrer. Ça va être précédent. On va parler d'email marketing intégré. Donc ça va être dans le ton de ce qu'on vient de voir à propos de la fidélisation et du scoring, du trigger. Donc on va rajouter une petite couche de complexité, à savoir qu'on va essayer de réfléchir à travers différents systèmes, et pas dans le monde idéal, où on a un système qui sait tout faire. Pourquoi faire de l'email marketing intégré? Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas un seul logiciel aujourd'hui qui sait tout faire et qui sache tout faire bien. Donc il va falloir composer avec la réalité d'un annonceur qui a différentes bases de données, différents systèmes, et ces systèmes, il ne faut pas tous les jeter à la poubelle tous les jours, et pas tout recommencer à chaque fois. Il va falloir qu'il les fasse communiquer pour pouvoir avoir quand même des mails qui vont être ouverts, qui vont être cliqués, qui vont générer des business. Donc, le sommaire, je vais essayer de faire un sommaire en 4 points. On va d'abord essayer de définir ce que c'est qu'une intégration, c'est un mot un peu magique, on va essayer de voir ensemble ce que ça veut dire. On va voir qu'il y a des défis techniques à réaliser une intégration, mais il y a surtout des blocages dans la tête des personnes qui dirigent une société et qui vont souvent se poser la question métier avant de vouloir répondre à la question de la technicité, et que la technique ne donne pas le temps. On verra, on va essayer d'être un peu rentré dans le concret et voir qu'il y a différents types d'intégration qui se prêtent plus ou moins bien pour l'email marketing, donc avec des systèmes comme une CRM, comme un système e-commerce ou comme un ERP. Puis on va essayer de conclure en se posant ensemble des questions sur ce que c'est qu'une bonne intégration. Très rapidement sur ce qu'on fait, la société Inksmail, le seul chiffre que j'aimerais que vous reteniez sur ce slide, c'est qu'on a 200 partenaires business. Et parmi ces 200 partenaires business, il y a beaucoup d'intégrateurs e-commerce, il y a beaucoup d'intégrateurs CRM. Et eux, ils ont des demandes bien concrètes qui sont les demandes de leurs clients. On les a écoutés, on les écoute toujours, et on apprend plein de choses avec ces gens-là. Donc, c'est ce qui va nous permettre de vous aider aujourd'hui. Ça, c'est des clients qui aussi demandent plein de choses. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi on va faire du mail marketing intégré? On a vu aujourd'hui pas mal de chiffres. Vous êtes sûrement rendu compte qu'il y a des taux d'ouverture des mailings en France qui sont aux alentours de 20%, 21%, toutes moyennes confondues. C'est les chiffres du BCCD qui sortent chaque année. Ça ne varie pas trop d'une année sur l'autre. Pourquoi on est tous rassemblés ici aujourd'hui? Parce qu'on est incapable de dialoguer, un humain comme vous et moi, incapable de dialoguer avec 1000, 10 000, 100 000 ou 1 million de personnes par email. On ne peut pas le faire. Et quand on fait du mail push sans réfléchir à ce qui se passe en face, donc on n'a pas cette logique trigger qui vient d'être expliquée, on va avoir des taux qui vont être seuls. Parce qu'aujourd'hui, la majorité d'entre nous travaille comme ça. Pour éviter ça, il va falloir prendre en compte le fait qu'on est des humains, qu'on ne peut pas communiquer avec 1 million de personnes de façon pertinente, vraiment. Il va falloir automatiser, il va falloir intégrer ça, utiliser des données à valeur ajoutée qu'on a dans nos systèmes, dans nos systèmes, pour pouvoir aller personnaliser nos messages. Parce que le problème, c'est ça. Évidemment. Le problème, c'est que si vous envoyez des mails qui vous coûtent plus que ce qu'ils vous rapportent, ou qui ne sont pas lus, vous payez des équipes pour rien, et vous faites des jolis mails pour rien. Donc concrètement, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le fait que vous avez d'abord votre organisation, donc des hommes, des femmes, des gens de temps en temps qui se mettent en costume pour se présenter à d'autres personnes. Vous avez des outils, vous avez des bases de données, clients, vous avez des catalogues produits. Et avec tout ça, vous voulez aller vers le succès. Vous avez cette volonté d'être bon, mais d'être meilleur que vos concurrents. Et d'être surtout pertinent pour votre destinataire final. Alors j'ai essayé de mettre ça en forme sous la forme d'une espèce de petit schéma que j'espère vous rester en tête. D'un côté, il y a vos équipes, la femme qu'on a vu tout à l'heure, votre base de données clients, vos bases de données produits. Tout ça, vous pouvez le faire communiquer avec toujours comme point d'ordre, et c'est vraiment le but de ma présentation, qu'il faut améliorer l'expérience de votre utilisateur final, de votre client final, celui qui se trouve au milieu, celui qui n'a rien à voir avec tout ça. Pour vous expliquer ça, on va parler un peu de la définition, pourquoi cette expérience utilisateur qui ne doit rien voir de tout ça, la définition de ce que c'est qu'une interface de programmation. Alors, un site super qui s'appelle Wikipédia, qui vous permet de tout savoir sur tout en très peu de temps. Donc si vous tapez interface de programmation de Wikipédia, vous avez la première définition que je vais lire pour nos amis qui sont techniques. Je ne suis pas technique moi-même, et je préfère la deuxième, vous l'aurez compris. Je ne peux pas le dire comme ça. Donc en informatique, une interface de programmation, abrégé API, est un ensemble normalisé de classes, des méthodes ou des fonctions qui servent de façade par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels. Elle est offerte par une bibliothèque logicielle ou un service web service que vous entendez régulièrement.
le plus souvent accompagné d'une description qui spécifie comment des programmes consommateurs peuvent se servir des fonctionnalités du programme fournisseur. On a l'impression qu'on comprend, mais c'est un peu opaque. Le reste de la définition est mieux. Une interface de programmation est une façade clairement définie par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels. L'objectif est de fournir une porte d'accès à une fonctionnalité en cachant les détails de la mise en œuvre. Donc l'idée, c'est de mettre en place toute une machinerie qui va faire que tout va bien se passer, du moins va se passer le moins mal possible, pour être réaliste, sans que la personne qui est au bout de la chaîne, votre client, celui qui vous laisse l'argent tous les mois et pour qui vous travaillez, ne se rende compte de rien. Donc en définition, si vous voulez, en quelque sorte, on va rentrer dans le sujet, l'intégration c'est quoi? Cette interaction entre différents logiciels, pour répondre à un besoin métier, il faut d'abord se poser la question du métier, on va rentrer dans le détail tout de suite, de façon discrète, on va répondre à ce besoin sans que la personne au bout du compte s'en rende compte, et pour qu'elle, justement, elle se sente mieux et qu'elle ait un rapport avec la marque qui soit meilleur, et du coup, on espère pour vous, elle génère du chiffre d'affaires. Ça, c'est un exemple d'un cahier des charges qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui voulait faire d'email marketing différemment de ce qu'il faisait aujourd'hui. Ça, c'est une photo de la réalité de l'email marketing aujourd'hui. Donc vous avez un annonceur qui vient vous voir qui vous dit moi j'ai la base 1, mais aussi la 2, la 3 et la 4. Je l'ai fait mouliner dans la base que j'ai appelée Big Data ici, qui elle-même est composée, alors je ne sais pas tout mis, de plein d'autres bases qui viennent de plein d'endroits différents, et puis derrière je vais envoyer des emails. Comme ça peut paraître un petit peu complexe, ça devient encore plus quand un autre client, enfin notre prospect envoie ce fichier-là, nous dit moi ça tombe bien, j'ai SAP d'un côté, j'ai Magento de l'autre, j'ai un outil d'email marketing qui est tout à droite, qui n'est pas du tout connecté au reste. Du coup, je suis obligé de faire des duplications. Alors, j'ai un peu de fichier Excel, un peu de fichier texte, et j'ai aussi une moulinette que j'ai créée moi-même. Bon, on l'a pas mis à jour, ça fait un petit moment. Bref, ils se retrouvent avec ça, et ils se rendent compte qu'ils ont des taux d'ouverture, des taux de clics, des taux de transformation qui ne sont pas terribles. Ils se disent, ça vient peut-être de ça. En tout cas, ils essaient de se poser des questions. Voilà des gens qui se posent des questions très bien. Un exemple d'une société américaine qu'on ne connaît pas en France. Ils font à eux, avec YouTube, tous les soirs, 50% du trafic américain. Par exemple, la société Netflix, c'est de la vidéo sur demande, 50% du trafic américain avec YouTube. Netflix, quand eux, ils construisent une intégration, donc ils développent un système, ils se sont posé la question il y a quelques années de passer sur le cloud d'Amazon. Avec ce que ça engendre, à savoir, ok, on a des serveurs qui sont dans le cloud d'Amazon, c'est super, on a fait le choix. Et puis, qu'est-ce qui se passe si le cloud d'Amazon tombe en panne à un endroit, s'il y a un serveur, un data center qui tombe en panne? Ils se sont posé des questions, ils sont allés au bout de leur réflexion, ils se sont dit, je vais dire en anglais, they expect system to fail. Ça veut dire qu'ils s'attendent à ce qu'un système va, par nature, n'est jamais parfait. Il va y avoir un problème avec ce système. Et il y a eu un problème avec ce système. Il s'est passé le fait qu'il y a 2 ans à peu près, en 2011, Amazon a eu un souci et tous les gens qui étaient sur le cloud Amazon n'avaient plus de trafic. Il se passait par un sauf Netflix qui a posé le problème à l'envers et qui se posait la question dès le départ de pourquoi je fais mon intégration? Quels sont les moyens que je vais mettre en œuvre pour que ça marche? Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème? C'était une bonne solution pour eux parce qu'ils n'ont pas eu de perte de service ce soir-là et il n'y a pas eu de clients qui ont râlé en disant ah non, ça ne marche pas, parce que le jour où ça ne marche pas, mais c'est qu'une fois, malheureusement, ils s'en rappellent. Donc, éviter de tendre le bâton pour faire battre et de ne pas soigner les 2-3% d'erreurs qui vont pouvoir arriver, mais qui arrivent, et quand elles arrivent, elles font très mal, les gens s'en rappellent. Hein, sur un site internet, ce que vous regardez, ce n'est pas les aides consommateurs qui disent du bien d'un produit, c'est ceux qui disent du mal. Donc pensez-y. Les données à valeur ajoutée, comment on fait pour avoir dans un système, dans un email finalement, au moment où on envoie l'email à la personne, comment on fait pour avoir des données qui vont permettre à la personne de se reconnaître et d'avoir envie de l'ouvrir, de cliquer et d'aller plus loin? Là, clairement, on a plein de données qui viennent de différents systèmes, mon mobile, mes vendeurs, si j'en ai, ça dépend de chaque organisation. Ça, c'est juste des points de suspension à la fin, ça va dépendre de chaque organisation. On a de l'information, on en a un peu partout. Des fois dans des documents Word, des fois dans des formulaires web, des fois sous la forme de clics et des abonnements dans un système email qui n'est pas branché au système de CRM. On a vu que le vendeur est passé la veille justement voir la personne. Bref. Ça, c'est la réalité des choses. L'objectif, c'est de se dire que peu importe quels sont les points que vous allez relier entre eux, il va falloir les relier en gardant à l'esprit que la personne qui est au bout et qui compte, c'est votre client, vos destinataires. On parle bien de fidélisation de clients, il n'y a pas de prospect dans mon discours. L'intégration en soi, ça a un sens que quand on fait de la fidélisation. Donc augmenter cette expérience utilisateur. Idéalement, alors on pourrait tous les réunir, faire une grande boule, si vous voulez, de ce schéma en disant que vous avez quelque part un système maître. Ça, c'est un point important dont on se rend compte régulièrement quand on discute avec nos partenaires, nos clients.
S'il n'y a pas un système maître où la donnée est la donnée maîtresse, on a à un moment un conflit, des données qui se perdent et des soucis. Donc c'est pas mal d'avoir un truc qui s'appelle CRM, ou dans ce sens-là, où on a de la donnée client très agrégée, un petit peu à l'image de ce qu'on entendait tout à l'heure, qui va permettre de vraiment pouvoir segmenter sa base, de pouvoir aller chercher l'information qu'on va vouloir mettre dans les mails. Après, des systèmes CRM, en général, vous allez voir, ils ont aussi des limites. Et c'est pour ça qu'on va faire de l'intégration, en tout cas nous on y croit, chez XMail, plutôt que de dire ok, on va faire un système qui sait tout faire. On va plutôt prendre les best of breed, les meilleurs systèmes d'email marketing, de e-commerce, de CRM, et on va les faire communiquer pour que chacun fasse bien son travail. Donc, s'il y a des points que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, avant de faire une intégration, posez-vous la question, et demandez ça à votre management, si c'est vous le management, posez-vous la question, savoir quel intérêt ça a pour mon business. Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif avec ça? Deuxièmement, c'est est-ce que ça va valoir le coup? Est-ce que ça va, c'est quoi mes objectifs chiffrés même? Combien j'investis, combien je récupère? Qu'est-ce qu'on va en avoir comme avantage mes clients? Cette user experience. Et enfin, combien de temps je vais mettre finalement à pondre cette intégration? Ça, c'est un point que tout le monde oublie. Ok, super, j'ai une super intégration d'abord, elle va savoir tout faire, sauf qu'elle sera disponible dans 24 mois. Et comment je fais dans les 24 mois? Ça, c'est des points très importants, des questions qu'il faut vous poser dès le début. Peut-être qu'il n'est pas opportun de commencer avec une méga intégration, mais simplement une discussion entre deux fichiers Excel à plat, ça peut être pas mal, finalement, si ça vous rapporte tout de suite quelque chose, et que vous pouvez entre-temps construire. Donc là, je vais vous donner schématiquement, parce que je ne suis pas un technicien, mais j'ai discuté avec des techniciens chez nous, qui m'ont expliqué qu'il y a plein de façons de faire communiquer des systèmes. Donc il y a une façon toute simple, c'est le mot secret derrière, c'est SOAP, donc via SOAP, donc le savant qui fait glisser tout entre les rouages, de dire au logiciel A de communiquer avec le logiciel B. Ça c'est bien, il n'y a pas besoin d'infrastructure. Par contre, en termes de stabilité, de développement ultérieur et de rétrocompatibilité, donc dans 2 ans, mon système que j'ai développé, les interfaces ont changé, les langages ont changé, c'est là que je veux que ça communique toujours, à chaque fois il y aura du travail, un peu mieux. Sinon, je peux mettre entre les deux un système qui va être une interface de programmation. Là, c'est un peu plus loin en termes d'infrastructure. On va avoir un nouveau système qui est né au milieu, qui va faire communiquer les deux autres, mais lui, il sera, par exemple, tout à fait rétro-compatible, normalement, si l'API est bien faite. C'est le cas, je ne vais pas en faire de la pub plus que ça, mais ça m'avait épaté comme chiffre. De Salesforce, apparemment, ils laissent leur version de l'API rétro-compatible jusqu'au dernier client. Tant qu'il n'y a un client qui utilise une vieille version de l'API, il la laisse. Je trouve ça, si c'est vraiment vrai, chapeau. Donc ça, c'est pratique, ça veut dire que vous avez un système qui est stable et qui est pérenne. Après, vous avez la même chose, mais un peu plus fonctionnel, où vous n'avez pas un système qui est déporté en dehors, mais carrément intégré dans l'interface de votre système maître, on va dire que c'est le logiciel A. Donc dans votre logiciel A, vous avez des nouvelles fonctionnalités qui sont en fait les fonctionnalités d'un système tiers. Et puis après, il faut se poser les questions de, ok, qu'est-ce qui se passe avec les informations qui ont lieu dans le logiciel B? On prend l'email marketing, quand quelqu'un se désabonne, est-ce que ça remonte? Est-ce que ça peut remonter? Est-ce qu'un ERP est capable de stocker l'information qui dit c'est désabonné à newsletter? Est-ce que c'est prévu, c'est dans l'ERP? En général pas. Est-ce que je veux le faire tout de suite? C'est-à-dire que dès que la personne clique, l'information remonte ou pas? Est-ce que j'ai des serveurs qui sont assez costauds pour supporter ça? Est-ce que je veux le faire tous les soirs en batch avec des fichiers qui font 100 000 millions d'emails? Plein de questions à se poser qui sont des questions nécessaires. Alors un exemple concret, 2 minutes. Un exemple concret d'intégration en CRM. Donc là, je vous donne un exemple qu'on connaît forcément et où on a des clients. Je vous donne un exemple concret de clients qui utilisent cette intégration à Salesforce CRM. Il se passe quoi? Il se passe le fait que dans la CRM, il y a plein d'informations qui arrivent de tous les côtés. Entre autres, de l'email marketing. Et l'information très importante pour ce client qui est une ONG qui récolte donc des fonds, c'est de savoir que si j'envoie un mail à une personne et que ce mail bounce, donc l'adresse pas valide, et que cette personne est un des plus grands donateurs, il faut vite que je l'appelle au téléphone. Donc ce qui se passe ici, c'est quand on envoie un mail et que la personne qui reçoit le mail bounce et quelqu'un qui donne beaucoup d'argent à l'ONG, il est tapé par téléphone. L'information ne dort pas dans le système d'email marketing. Pourquoi? Parce qu'on a défini la campagne dans le système CRM, on a défini le segment, on a ciblé, on a envoyé, on a traqué, on a récupéré les informations de la campagne qui sont toujours dans le CRM, qui ne sont pas ailleurs. Elles sont aussi ailleurs, mais elles sont remontées dans le CRM. Donc ça, c'est un exemple très concret de comment travailler en campagne. Le CRM, c'est la réflexion en campagne, en cross-campagne, multicanal, cross-canal. Un autre exemple, c'est le CRM, le e-commerce. Je ne vais pas m'attarder trop, mais le e-commerce, j'en connais plein des e-commerçants. Le e-commerce, le nerf de la guerre chez eux, c'est le temps. Ils n'ont pas le temps de passer du temps à faire des emailing compliqués. Sauf s'ils ont des grosses cellules de marketing, ils ne sont pas nombreux seuls. Donc ce qu'ils veulent, c'est qu'ils peuvent pouvoir faire rapidement des emailing de qualité qui vont leur permettre d'être pertinents, de générer du chiffre d'affaires, mais pas d'y passer 2, 3, 4 heures par jour, par semaine, enfin, peu importe,
d'industrialiser le besoin. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir par exemple aller chercher la base de données produits qu'il y a sur le site e-commerce pour l'intégrer directement dans la rédaction des mails. Et ça peut être très efficace en termes de time to market et de ROI, mais très donc, concrètement, ce que ça veut, voilà, vous appelez un produit, hop, par son identifiant, et il est disponible. C'est ce genre d'intégration qui ont un sens pour un e-commerce. Ça, je vais vous passer, c'est pas très intéressant. Ça va être en gros un schéma de ce qu'on peut faire vraiment de façon, si on va au bout de la démarche, on pourra faire une intégration qui aurait quelque part en haut dans la commande, c'est le système e-commerce. Cross-sell à J+3, ce serait un outil de recommandation voilà, en fonction de la navigation de la personne. Relance à J+7, ça serait aussi du système e-commerce, mais qui dirait au système email marketing. Et puis, si la personne n'a toujours pas acheté parce qu'on veut vraiment le vendre, on est assez agressif dans notre démarche commerciale, avoir une information qui est remontée au niveau du call center, donc un système encore autre, qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici. Voilà, la personne voit, cette personne elle doit être appelée, ça fait 10 jours qu'elle aurait dû faire quelque chose qu'elle n'a pas fait, peu importe le scénario qui est le vôtre. Et là, ça devient vraiment pertinent. Mais par contre, il faut être concret, complexe, on n'a pas posé, comme l'ont fait certaines personnes qui nous ont envoyé des cahiers des charges, pas posé au début les bases business, mais qu'on s'est laissé dépasser par la technique. Voilà, pour finir, le mot d'ordre c'est User Experience. Aujourd'hui, normalement, vous avez dû tous recevoir quand vous êtes venu suite au petit scan un mail. Nous, on a fait une intégration pour ça, pour vous envoyer ce mail. C'était trop compliqué, ça ne valait pas le coup, ça nous coûtait trop d'argent. Le time to market n'était pas, le ROI n'était pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait juste un petit plugin qu'on a branché à notre système et qui a généré pour vous, les codes barres et qui a permis derrière d'envoyer un mailing trigger automatique suite au scan de votre mail. Donc on le teste aussi, c'est un exemple pour qu'on soit tous au même niveau. On est éditeur de solutions logicielles, mais on est aussi, comme vous, des gens qui veulent marketer. Et bon, ça, c'était une attente d'intégration assez simple et assez peu coûteuse. J'ai terminé, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, merci.